Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous voulez nous rejoindre à nous, comme d'habitude, je vous dis grand bonjour. Dans ma langue, en lingala, on dit mbote, losako, ça veut dire bonjour. Alors j'espère que vous allez très bien durant cette période de reconfinement. On est obligé de se reconfiner en fait à nouveau et me revoilà chez nous dans mon sous-sol en train de réaliser des interviews aujourd'hui. Nous avons en fait l'honneur de recevoir une grande dame telle que je l'ai présentée dans l'introduction de cette émission. Elle est une professionnelle, je dois le préciser ici, de la télévision. Elle travaille également dans le domaine du cinéma. En fait, elle est vraiment dans le domaine des arts versés jusqu'au bout. Une dame qui a mérité un très grand prix. Elle a fait l'honneur dernièrement en fait, des femmes noires reconnues, imaginez-vous, des femmes noires ici même à Montréal. Et on devait déjà la recevoir à l'émission à l'époque, mais bon, ça n'a pas été possible. Aujourd'hui, elle est avec nous, Yardley Cavana. Bonjour, merci de votre présence à cette émission. Bonjour, merci de me recevoir, Henri. Et désolé pour la dernière fois, mais vous savez, des fois on a des conflits d'horaire. Alors, me voici et bonsoir et bonjour à vos téléspectateurs. Vous savez, pour moi, c'est un honneur. Vraiment, je suis très heureux de pouvoir vous, en fait, parler avec vous, échanger avec vous comme ça à la télévision. Je dois d'abord rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes vous-même une professionnelle de la télévision et pas n'importe quelle télévision. Vous vous êtes toujours intéressé depuis très longtemps au milieu noir. Je vous laisse commenter là-dessus. Bien, avant tout, il faut que je dise un petit mot en lingala, donc mbote. Donc déjà pour vous dire bonjour et bonsoir. Dans votre langue maternelle, Voilà. qui fut ma langue aussi enfant. Euh, les arts, au fait, m'ont intéressée très jeune parce que j'avais des parents qui ont tout fait pour que je casse cette timidité que j'avais. Donc, ça a commencé avec le théâtre, des activités de danse, et puis ça a continué, ça a évolué jusqu'à ce que je devienne journaliste et tout le reste, quoi. Alors, c'est un cheminement qui vient de l'enfance, mais qui s'est développé jusqu'à ce que j'en fasse un métier professionnel. Yadley Cavana, là vous m'avez surpris et vous avez surpris également, je suis sûr, des nombreux téléspectateurs et téléspectatrices. D'abord, c'est gentil, merci de me répondre dans ma langue maternelle, beauté, c'est même très gentil. Mais en plus, une chose qui m'a frappé, vous avez dit dans votre jeunesse, que voulez-vous dire par là? Bien, enfant, lorsque j'ai quitté Haïti, puisque je suis d'origine haïtienne, mon père travaillait au Congo, qui était à l'époque le Congo belge. J'aime pas tellement dire ça, mais il faut faire la distinction entre Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Alors, j'étais au Kasaï, donc à l'époque, ce qui s'appelait Loulouabour. Et effectivement, l'une de mes langues a été Lingala. Mais malheureusement pour moi, je n'avais plus personne quand je suis arrivée ici pour m'exercer. Au début, mes parents, les quelques amis qui étaient avec moi, on se souvenait de certains mots, tout ça. Et d'ailleurs, dernièrement, par Moumou Bumba, j'ai été rebaptisée Bolingo, qui était Bolingo. Elle a dit, tu es ma Bolingo. Alors, mais mon nom là-bas, qui en fait, je crois qu'on donne ça aux garçons ou au premier né, c'était Ngalamouloumé. Alors, oui, vous pouvez dire aux téléspectateurs ce que ça veut dire. Mais Vous êtes savez-vous que estomaqué là. Je vous sens je suis estomaqué, Henri. éberlué. Oui, Mais je suis ben, éberlué là. oui. Vous, Alors, vos parents ont vécu au Congo savez-vous que dans une période très sensible de l'histoire politique et économique de la République démocratique du Congo, une période qui a conduit d'ailleurs à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre congolais. Et tout votre à fait. père, à vous, Oui. travaillé à cette époque-là au Tout à Congo. fait. Tout à fait. Mon père est arrivé parce qu'il y a eu une entente entre les gouvernements Duvalier et puis il voulait justement soutenir, j'imagine, un peu les Congolais dans cette guerre d'indépendance. Et donc, mon père était là dans ces époques-là. Il En est fait, arrivé avant nous. cette période de l'histoire politique congolaise, mais là, ma chère, vous me déroutez là, dans mon interview, là, vous me cassez complètement, parce que je deviens passionné, là, dès qu'on parle Non, du mais c'est Congo, je bon. deviens Je suis une passionné. passionnée, c'est bon. Mais est-ce que savez-vous que cette période de l'histoire de la République du Congo,
Lumumba devient Premier ministre et les Belges fuient le Congo. Les Belges ont peur de ce discours qui, pour eux, est absolument radical, nationaliste. Donc, tout le gouvernement, l'administration fuit. Ils quittent les directeurs, les secrétaires, même partout les Belges. Lumumba se retrouve mal pris. Il n'avait pas le choix que de chercher des gens formés. Et le voilà aller rencontrer Duvalier, lui demander on veut des cadres, on veut, et ils sont noirs, tout ça, mais ça va être très bien d'ailleurs. Voilà. Et voilà des professeurs haïtiens qui débarquent au Congo, des médecins, des avocats et même des secrétaires à la fonction publique, c'était des haïtiennes. Une période où les Haïtiens ont contribué à aider réellement le Congo à remplacer une bonne partie de ces Belges qui étaient là. Et votre père était parmi ces personnes-là. En fait, mon père, ma mère, certains oncles étaient parmi ceux-là. Alors, il y en a qui étaient dans d'autres régions, mais la plupart étaient avec nous au Kassai. Donc, Waouh, bravo, oui. Et bravo. vous Savez-vous savez, que... l'une des pièces qui me touche beaucoup a été écrite par un Congolais et que j'ai jouée il y a plusieurs années. C'était au Théâtre d'Aujourd'hui et c'était pour aider les nouveaux auteurs émergents. Et c'était justement sur cette déchirure politique entre le Congo, la Belgique. Donc, les enfants qu'on avait envoyés étudier en Belgique et qui Oui, oui, revenaient au pays, qui avaient été promis à un nouvel avenir ou oui, qui devaient épouser certaines personnes. Et oui, j'essaie de me rappeler le nom de la pièce. Là, j'ai un blanc de mémoire, si vous me permettez. oui, Si oui. je Mais la savez-vous que retrouve ce tout de sont suite. des histoires réelles, hein? Ce sont des Ce sont histoires des réelles qui histoires se sont réelles, ce passées. sont des histoires réelles. Oui. Ça s'appelait, je m'excuse, Quand les Afriques s'affrontent de Detschlapper. Et ça avait été réalisé et produit par Guy Beausoleil, Michel Rossignol et le Théâtre d'Aujourd'hui. Alors, c'était toute une pièce. Et ce professeur qui s'est mis, mon rôle c'était Detschlapper, mais celui qui s'était mis à écrire et tout, c'était un professeur qui était à l'université de Moncton et qui a soumis sa pièce. Et ça parlait de toute cette époque, de Lumumba et tout ça, mais c'est vraiment cette fracture qui s'est passée dans le pays. Et pour moi, Patrice Lumumba, c'est quelqu'un que j'honore toujours et j'aurais souhaité que le Congo un jour ne soit pas dans ces déchirements, dans toutes ces batailles, parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon enfance. Je vous en parle, j'ai les frissons. Et je suis contente que les Haïtiens, dont mon père, ma mère, mes oncles, tantes, aient pu être là pour resserrer des liens, pour tisser des liens. Et quand je rencontre beaucoup de gens qui viennent de la République démocratique du Congo, donc RDC, et qui me disent « Ah, tu es haïtienne, donc de quelle époque ?» et tout et tout. Et vous savez, j'ai même retrouvé, j'avais des amis aussi pakistanais qui ont grandi au Congo et on se retrouve des années après et puis on a toujours les mêmes liens. Donc, vous voyez, ma passion politique et tout, bon, tout est lié, quoi. Je Entre suis, les arts, la je, politique et tout. ouais, je suis très impressionné de vous entendre parler de cette période que moi je considère très charnière. Pour ma part, j'étais très jeune et je vivais dans cette peur absolument incroyable de voir certaines personnalités politiques disparaître. Les premiers assassinats politiques, on n'avait jamais Mm. entendu parler d'assassinats des hommes politiques qui en fait disparaissaient. Pour moi, c'était absolument terrible cette période-là. Et vous étiez au Congo, vous étiez en province même, puisque le Oui. Kasaï, c'est une des provinces riches, mais malheureusement où la population aujourd'hui, hélas, est pauvre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que en fait, je voulais vous interviewer surtout comme la reine. On vous a Mm. reconnu Mon Dieu. aujourd'hui à Montréal. Non, non, mais écoutez, En fait, c'est pas Montréal, hein. C'est pas on- Montréal ah, qui m'a reconnue. ah, Ça, je ah veux bon, dire, oui, ils étaient contents, les gens, quand ils ont su, la allez-y. plupart étaient contents, mais c'est Ottawa. Donc, c'est un prix pan-canadien, mais qui a été donné par le regroupement Affaires Femmes, qui se retrouve, ce consortium ou ce regroupement, il est basé à Ottawa. Donc, c'est un Vous allez juste prix cette année préciser, pan-canadien. Alors, justement. c'est reconnaître les femmes dans différents domaines. Donc, il y avait quand même 47 candidats et candidates. Et cette année, 3 candidats. Donc, parce qu'il y a eu une catégorie qui s'appelait les alliés
des femmes. Donc, il y a eu 3 hommes qu'on a considérés des alliés des femmes qui ont fait des choses très positives. Donc, dans les domaines de la santé, du sport, dans mon domaine à moi, je devais être dans les arts, culture et médias. Et je me suis retrouvée dans la catégorie icône de l'année, à ma grande stupéfaction. Et vous voyez, j'en ai des chaleurs, à ma grande stupéfaction, parce qu'on On était va, trop passionnés avec Lumumba là, et tout le reste. Alors, euh, on va, c'était pour on mon va, parcours, quoi. on va juste rappeler à nos téléspectateurs, parce que moi j'aime bien retenir, le nom de ce prix. Comment est-ce qu'il s'appelle Alors, ça précisément? s'appelle l'icône de l'année pour le RAF. RAF, Regroupement Affaires Femmes. Donc, cette année, exceptionnellement, en fait, ça a commencé. C'était un prix pan-canadien. Donc, les dames qui ont été nommées, donc les nommées, venaient de presque toutes les provinces à travers le Canada. Et ce prix m'a Waouh! été remis vraiment là. Ça a été un peu le clou de mon année pour mon passage dans les différents médias et puis ma contribution, parce que je reste une activiste et une personne très engagée dans ma communauté, qu'elle soit haïtienne, africaine, dans la communauté noire, quoi. Et D'accord. donc, j'ai été professeure aussi, donc pour les parcours des gens que j'ai amenés jusqu'à destination, en tout cas, et jusqu'à présent, je m'implique avec des jeunes, des fois, et des causes, je veux dire, enfin, moi, je garde quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas lucratif. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. À vous écouter aujourd'hui, vous savez, nous sommes tous impressionnés. D'abord, je vous félicite personnellement pour ce Merci. prix qui était mérité, qui était mérité. Aujourd'hui, vous avez parlé ici que vous êtes également et surtout aussi une activiste. C'est-à-dire, pour moi, c'est une personne qui s'arrête énormément, parce qu'une activiste, c'est pas seulement l'action, c'est quelqu'un qui s'arrête d'abord et qui réfléchit énormément et qui s'informe aussi et qui lit beaucoup avant de passer même à l'action. C'est pour Tout à moi, fait. voilà ce que moi je peux considérer comme activiste. Aujourd'hui, le monde, je vais vous parler, on est très bref dans cette interview, malheureusement ça passe très vite, nous sommes à la télévision, mais puisque j'ai la chance de vous avoir, il y a Mhm. 3 éléments qui en fait m'intéressent aujourd'hui. On parle, dernièrement, il y a eu un débat entre différentes personnalités leaders américains télévisés. Ça, c'est un. J'aimerais connaître rapidement votre lecture, rapidement, en tant que femme noire, en tant que personnalité aussi de ces milieux, votre lecture. Il y a l'autre élément, Haïti, chérie. Haïti, chérie. Pourquoi Mhm. ça en Haïti? Moi, comme Africain, comme Congolais, je suis fâché. Depuis Duvalier, je vois les Haïtiens qui débarquent ici, et depuis François Duvalier, Jean-Claude Duvalier et les autres. Mais ça va toujours pas. Qu'est-ce qui se passe avec Haïti et qu'attend la diaspora Ouf. pour faire changer les choses? Je m'arrête sur ces deux Vous, éléments, je vous ne me, parlerai pas vous de me l'Afrique. posez, vous me posez des questions pièges là. C'est comme, c'est pas évident. Quand vous me parlez du débat, Henri, vous me parlez du débat présidentiel On a américain qui bien vient de compris. se On passer. se comprend bien. On se comprend Bon, puisque alors c'est mondial. Tout le monde regarde. d'accord. Alors, un débat complètement chaotique avec un président, si je peux me dire, qui n'a pas le respect des consignes, parce que avant d'entrer dans peu importe quel débat, on vous donne des règles, alors qui interrompt, qui martèle des messages, c'est très marketing tout ça. Donc, qu'on n'aime pas, on doit respecter notre adversaire pour entendre sa position et après venir soit contrecarrer la position ou pas. Mais ça n'a pas été le cas. Il a très peu, le président des États-Unis actuel, je n'ai pas besoin de citer son nom, très peu laissé le candidat ou l'ex-vice-président Biden nous expliquer sa position. Il a fait vraiment fait rire de lui mondialement. Je crois que tout le monde l'a vu et tout le monde a été estomaqué parce que cet exercice, c'est un exercice qui doit être un exercice démocratique. Donc, on s'entend. Si les gens ne sont pas sûrs pour qui ils doivent voter, c'est pas en regardant ce type de débat qu'on va en savoir plus. Moi, personnellement, avoir été celle qui était l'intervieweur, j'aurais fait signe à mon technicien, bah, tu le coupes pendant que l'autre parle, et vice-versa. Ça veut dire, vous comprenez, c'est pas un contre l'autre, mais en même temps,
il faut avoir un respect. Premièrement, on se fait tester, on met le masque, il ridiculise l'autre parce qu'il porte un masque toujours plus gros, etc. Et maintenant, on apprend qu'il a la COVID. Alors, et que ces gens, à lui, n'ont pas respecté non plus dans le cadre de, excusez-moi, les écouteurs qui tombent, dans le cadre du débat, et ils ont enlevé leur masque, et c'était, bon, là, c'est de la foutaise pour lui. Quand on regarde les 200 000 et plus morts, euh, c'est terrible de voir ça, de ne pas avoir eu cette considération, de dire que oh, c'est juste une petite grippe et puis c'est rien. Non, je veux dire, je crois qu'il n'a pas pris cette pandémie très au sérieux. Et la même chose avec l'autre jour, ça avait l'air d'un match de boxe, mais sans que l'autre ne puisse donner un coup de poing ou avoir une répartie. Mais enfin, Exactement. je crois que ça a été une Ouais. tristesse pour la démocratie. Ça a été un échec démocratique numéro un, quoi. Et en Haïti ce qui a chérie. trait à Haïti, Haïti chérie, c'est très difficile parce que, bon, je vais dire des choses que beaucoup de gens connaissent. Il y a des gens qui peut-être ne le savent pas parmi les auditeurs. Beaucoup d'ONG ont débarqué en Haïti, ont fait mainmise et l'argent n'arrive pas forcément au peuple ou aux gens qui en ont vraiment besoin. Pourquoi? Parce que les ONG, on les paye très cher, les gens viennent, etc. Et ce que je vais dire, c'est délicat, mais bon, les Américains veulent aussi avoir la même mise sur Haïti. Et les Français, et tout, même, je veux dire, le Canada a soutenu malheureusement certaines personnes à tort. Et ce dont on se rend compte, c'est que c'est Haïti et la population qui est en train de périr parce que Oui, euh, je veux dire, les Haïtiens, ils ont une force vive incroyable. Je veux dire, ils sont résilients, mais il y a des limites à la résilience. quelle Et solution pour elle? malheureusement, bah, solution. Je veux dire, la diaspora veut bien. Moi, je m'implique, mais quand on arrive sur le terrain maintenant, les Américains, par exemple, vont laisser aller des gens qui sont en prison et ils vous les envoient à des gangs. Et ces gens-là, ils n'ont aucun lien avec Haïti. Ils sont nés sur la terre américaine, mais bon, on leur donne le choix des fois. Ben, vous allez en Haïti ou vous restez en prison. Bah, vous allez choisir d'aller en Haïti. Sauf que Certains il y a parlent beaucoup. d'une diaspora haïtienne non unie. Oui, oui, c'est pas la diaspora essaye de s'unir. C'est pas seulement la diaspora. Je dirais, je dirais que oui, il y a une partie des gens qui sont peut-être pas unis parce que dès qu'ils arrivent à un sommet, ils oublient tous ceux qui sont en bas. Mais l'unité, c'est dans le pays même. Ça veut dire que la bourgeoisie oublie aussi ceux qui sont plus bas. Et ça, pour moi, c'est un grand zéro. Parce que si les routes, par exemple, vous les bâtissez juste en arrivant chez vous, mais je veux dire, vous avez des belles voitures, elles vont se briser quand vous arrivez plus bas là, vers les Oui, marchés et tout ça. oui, Ça veut dire oui. il faut repenser Haïti. Et pour repenser Haïti, il faut être solidaire et se souvenir des sacrifices que nos ancêtres ont faits pour bâtir ce pays qui est la première république noire indépendante. Je veux dire, il fallait Exactement, le faire et effectivement. on est encore en train de payer. Haïti paye aussi, il faut que je le dise. Euh, Quand Napoléon a vu on avait repris le dessus et qu'on a éliminé les Français sur l'île, en fait, de notre côté, ce qu'il a fait, c'est de nous Il faire vous a payer une ensorcelé. dette. Ah, ouais, probablement, mais il nous a fait payer une dette, probablement. En tout cas, il nous a jeté un mauvais sort, ça c'est sûr. Probablement, mais chose sérieuse, ils nous ont fait payer longtemps. On dit qu'on oh, a payé jusqu'après la Deuxième Guerre, mais c'est pas vrai. On a payé, on a payé, on a payé. Et alors, la France peut être un grand pays maintenant, mais c'est grâce à l'or d'Haïti, vous savez. Et Exactement. après, c'est grâce à l'or des dom-toms, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, l'île Maurice et j'en passe. Donc, cette colonisation se fait sentir jusqu'à présent, vous comprenez? Et ils n'ont jamais, les pays dits démocratiques et dits occidentaux, n'ont jamais accepté que des esclaves, mais on était, enfin, ils nous ont mis en esclavage, mais on n'était pas des esclaves à la base, euh, qu'on ait pris ce pouvoir, qu'on soit là. Donc, il fallait nous écraser. Mais les Américains oublient tout ce qu'Haïti a fait pour l'indépendance des États-Unis. C'est grâce à Haïti,
si les États-Unis n'ont pas continué à être envahis par la France, parce que grâce à eux, ils ont eu la Louisiane. On s'est battu à Savannah, en Géorgie, pour les défendre. Sinon, ils continuaient d'être envahis. Et là, le pays ne serait pas ce qu'il est maintenant. Donc, c'est drôle comment on oublie l'apport des Haïtiens. Et donc, toutes ces choses-là, ces pays qui veulent nous contrôler, qui disent, ouais, on vient vous aider. Mais vous le savez, même en Afrique, même maintenant au Liban, Macron qui dit qu'il vient aider, mais il vient aider, c'est pour ses propres intérêts. Donc, c'est difficile quand vous avez, par exemple, Bill Clinton qui est quasiment comme un gouverneur d'Haïti et qui est là et vous voulez faire bien, mais les Américains contrôlent parce qu'on doit mettre quelqu'un avec lequel on peut tirer les ficelles. Vous comprenez? Donc, même si la diaspora se met ensemble et fait des projets extraordinaires, ce n'est pas chose facile. Et maintenant, l'incertitude, les kidnappings ont recommencé, les tueries, ce sont des choses que, quand mon père parlait, oui, les Duvalier, c'était terrible. Mais après, aller en vacances, on se sentait bien en Haïti. Là, maintenant, les gens ne peuvent pas manger. Les gens, je veux dire, les gens qui criaient famine, je me souviens ma grand-tante qui me disait, même quand j'avais pas d'argent, j'arrivais quand même à nourrir mes enfants. Maintenant, c'est impensable. Le gaz, tout est cher. Tout est cher. Le Venezuela avait voulu aider, et puis là, après, on apprend que les On vient couper pétrodollars, les gens. pétrocaribés ont disparu. Alors, je ne veux pas refaire l'histoire, mais si à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui monte au pouvoir, c'est juste pour se faire les poches, ben, Haïti ou n'importe quel autre pays dans la même condition, on ne s'en sortira pas. Vous comprenez? Donc, Yaglé, oui. Cavana, je n'aurai pas le choix que de vous interrompre. Malheureusement, le temps, ma chère, le temps à la télévision, c'est très intéressant. Je dois rappeler que vous êtes l'icône. Moi, je vous appelle la reine de l'année Ah, c'est gentil. 2020-2021. Merci. Vous êtes notre personnalité. Et sincèrement, c'était un grand plaisir de vous parler. Juste la fin, le mot de la fin. Qu'est-ce que le public doit retenir de cette interview? Ben, de ne pas lâcher quand on a une passion. Même si on travaille sur d'autres choses à côté, mais il faut s'y mettre. Et il faut faire ce qu'on aime dans la vie le plus possible parce que demain ne nous est pas promis. Merci, merci beaucoup. Merci encore une fois, Merci. Yaglé Cavana. Et je vous souhaite une Merci, excellente. Henri. Lo saco, lo Mbote saco. papa. Sako.